droite, l'extrême droite et le gouvernement rivalisent de propositions toujours plus sécuritaires, instrumentalisant l'émotion pour justifier toujours plus de répression. Cette logique est désormais si profondément installée que des groupuscules néofascistes comme Némésis peuvent s'inviter sans difficulté dans des rassemblements contre les violences faites aux femmes. Ou encore, les appels au meurtre ou à se faire justice soi-même ou encore à faire la chasse aux pédos peuvent être glorifiés sur des plateaux télé et dans des médias mainstream. Faire de la prison et des tribunaux l'horizon de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles revient à ouvrir la voie à une surenchère sécuritaire dont les forces les plus réactionnaires sont toujours, in fine, les principales bénéficiaires. Au contraire, face aux violences patriarcales contre les femmes, contre les enfants, qui sont massives, qui sont structurelles, il n'y a pas d'autre horizon que de renouer avec l'abolitionnisme pénal et d'expérimenter de nouvelles formes de justice. En effet, les violences faites aux femmes et aux enfants sont produites par une organisation patriarcale de la société qui articule l'ensemble des rapports de domination, de genre, de race, de classe, au service de l'ordre propriétaire garanti par l'État. Les violences patriarcales s'inscrivent donc dans cet ordre social et prennent des formes extrêmement diverses. Il est donc nécessaire de repolitiser les violences sexistes et sexuelles en les analysant comme le produit d'un système de domination plutôt que comme la simple addition de déviances individuelles. La proposition de loi cadre portée par la coalition féministe contre les violences que Gérald Darmanin a promis de faire inscrire à l'agenda parlementaire en septembre participe largement de cet horizon répressif. L'essentiel des mesures proposées vise à accroître la capacité répressive de l'État afin de mettre fin à l'impunité. C'est-à-dire multiplication des dispositifs de contrôle, intervention accrue des institutions sociales et judiciaires, développement de formes de surveillance qui pèsent d'abord sur les femmes des classes populaires, tout en alimentant des politiques sécuritaires ciblant les populations racisées, étrangères ou précaires. Les outils construits au nom de la protection des femmes peuvent être réinvestis pour justifier des politiques racistes, sécuritaires ou xénophobes, tandis que les populations les plus précaires, racisées ou étrangères, demeurent les premières exposées à la répression. Il est factuellement faux d'affirmer que la justice ne réprime jamais les violences sexistes et sexuelles. Elle le fait volontiers lorsque ces poursuites s'inscrivent dans des logiques plus larges de contrôle des populations précaires ou de personnes sans papier, condamnées sans difficulté à des peines de prison ferme. D'ailleurs, la création du délit de harcèlement de rue sous Marlène Schiappa illustre également cette logique. Elle est présentée comme une avancée féministe, mais répond en réalité à une logique de contrôle policier et de ciblage raciste. La critique vaut enfin pour l'institution carcérale elle-même. Dans les années 70, les femmes du comité d'action des prisonnières de Fresnes refusaient de faire de la prison une réponse au viol, qu'elles analysaient comme une maladie sociale. Elle disait, je cite, « Mettre un homme en prison est toujours une aberration. Mais on peut se demander si mettre un violeur en prison n'est pas encore plus absurde que pour un autre délinquant. » Cette analyse met en lumière une limite fondamentale du système pénal. En faisant de la sanction son exclusif horizon, il évacue entièrement la question de la prévention. Rien, ou presque, n'est pensé pour la prise en charge des auteurs, ni pour agir sur les causes structurelles de ces violences. Surtout, la focalisation sur la répression tend à invisibiliser les conditions matérielles qui favorisent les violences. Nous défendons une autre stratégie. Il existe une longue tradition féministe, anticarcérale, antiraciste, anti-impérialiste, dont l'ambition est plus exigeante. Cette tradition apparaît très tôt dans l'histoire du féminisme. Dès le 19e siècle, des militantes afro-américaines dénoncent l'instrumentalisation des violences sexuelles à des fins racistes. L'accusation d'agression sexuelle contre des femmes blanches sert alors de prétexte au lynchage de milliers d'hommes noirs dans le sud des États-Unis. La protection proclamée des femmes devient ainsi l'un des principaux ressorts de la terreur raciale. La prison n'est pas une institution neutre que l'on pourrait simplement mettre au service des femmes. Elle est elle-même traversée par le racisme, le patriarcat, les rapports de classe. Les féministes anticarcérales développent une toute autre perspective, la justice transformatrice, sans faire de l'incarcération un passage obligé. Cette tradition a également trouvé une traduction concrète dans les stratégies judiciaires du féminisme des années 70. Ces militantes investissent les procès pour viol comme un espace de politisation. Mais elles refusent que la souffrance des femmes serve à légitimer l'extension du pouvoir pénal. C'est le sens des procès sans peine défendus par plusieurs avocates féministes. En mars 1977, devant la cour d'assises du Mans, les avocates de la partie civile demandent la reconnaissance du viol tout en plaidant, je cite, « l'inopportunité d'une répression contre ce violeur en particulier ». Quelques mois plus tard, à Beauvais, lors du procès d'un ouvrier immigré poursuivi pour viol, les victimes dénoncent les racines sociales et politiques du viol, tandis que leur avocate refuse que l'accusation développe un discours raciste et sécuritaire. L'objectif est alors de déplacer le sens même du procès. Il ne s'agit pas de faire condamner un individu, mais de mettre en accusation le système qui produit les violences. Les audiences deviennent ainsi de véritables tribunes politiques contre l'oppression patriarcale. Bref, si nous voulons réellement en finir avec les violences faites aux femmes et aux enfants, il faut sortir du paradigme de la justice pénale pour s'attaquer aux racines sociales de ces violences. Enfin, il est indispensable de proposer une éducation sexuelle et affective aux enfants dès le plus jeune âge. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 5e épisode de Légitime Défense sur Blast. Et on vous